Merci beaucoup. Le but n'est pas de faire un cours d'histoire générale sur la Seconde Guerre mondiale parce qu'on va très rapidement se rendre compte que les causes de la Seconde Guerre mondiale, c'est en fait l'achèvement ou la manière dont s'est terminée la première, puisque finalement le traité de paix qui devait mettre fin à cette dernière grande guerre en 1919, le traité de Versailles, a rendu à peu près tout le monde mécontent, a créé 19 nouveaux pays en Europe, donc on a changé véritablement la carte de l'Europe, on a démembré l'Allemagne, on a aussi créé 19 nouveaux pays dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche et le Moyen-Orient, donc on a refait pratiquement la carte du monde avec ce traité de Versailles et de Trianon. Là-dessus, ajouter une humiliation d'un certain pays, en l'occurrence l'Allemagne, qui a été particulièrement visée alors que l'Allemagne était finalement un des belligérants, c'était pas forcément le principal d'ailleurs dans ce combat. Et puis on a créé en lieu et place d'un gouvernement plénipotentiaire en Allemagne, un État véritablement sous tutelle internationale avec toute une série de limitations. C'est ce qu'on appelle la République de Weimar. Donc c'est un État semi-indépendant, mais avec certaines parties de son territoire qui lui ont été confisquées, avec d'autres parties de son État qui sont occupées militairement. C'était le cas de la Rhénanie, avec des dommages et intérêts, des réparations de guerre très importantes à payer, l'interdiction d'avoir un service militaire, donc une armée limitée à 100 000 personnes, l'interdiction de développer ou de construire des avions et des chars de combat, enfin tout le matériel de guerre moderne. Donc on pourrait dire que cette situation de l'Allemagne a été effectivement extrêmement difficile. Si on avance dans les dates clés, on peut dire l'Allemagne n'est pas la seule à avoir vécu une période extrêmement dure, extrêmement difficile dans cette période de l'entre-deux-guerres. Vous voyez ici la chronologie qui concerne l'Allemagne, donc je ne vais pas aller dans tous les détails des grèves, de tout ce qui s'est produit en Allemagne, mais je voulais vous dire que plus proche de chez nous, on a connu les conséquences de tous ces soubresauts avec un certain nombre de groupes autoritaires, avec des groupes même des groupes armés qui voulaient un État fort, qui voulaient lutter contre le communisme, toute une série de mouvements assez radicaux qui existaient bien sûr à l'époque. La grève générale, eh bien, la Suisse l'a connue également, la grève en 1919, qui a sévi vraiment dans le nord-est de la Suisse, là où se trouvait la plus grande concentration ouvrière. C'est important pour la suite parce que le colonel, qui à l'époque a mobilisé des troupes pour mater cette grève à Zurich et puis dans certaines autres grandes villes de l'est de la Suisse, Winterthur en particulier, eh bien, c'est le colonel Henri Guisan, dont on va bien sûr parler tout à l'heure. Et quelque part, je ne vais pas forcer le trait sur les parallèles entre Guisan et d'autres généraux célèbres comme Napoléon. Enfin, ça n'est pas tout à fait un hasard lorsque plus tard, on verra l'élection du général Guisan. Finalement, c'est le colonel qui, à ce moment-là, avait le plus d'expérience militaire parce que c'est le seul qui a conduit des forces, des formations en service actif durant cette période assez troublée, politiquement extrêmement sensible, cette période 1919-1922. Si on parle de 1922, il faut aussi parler de l'épidémie de grippe espagnole qui a touché la Suisse de manière très importante. Pas seulement la Suisse, tous les États à travers le monde ont été touchés par cette grippe qui porte très mal son nom parce qu'elle n'a absolument rien d'espagnol, cette grippe. Elle s'est déclarée en fait sur des bateaux dans les ports français, et les premiers à la découvrir, eh bien, c'était l'armée américaine, et un grand nombre de soldats américains sont morts de la grippe espagnole sur les bateaux, puisque à l'époque la quarantaine était extrêmement sévère. Je parle à des gens qui viennent de vivre le Covid pendant 2 ans, donc je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est une quarantaine. Pour se protéger, les États-Unis d'Amérique ont obligé les vétérans, les militaires américains vétérans de la Première Guerre mondiale restés sur les bateaux pendant 40 jours, et le gouvernement américain a dû subir plus de pertes. Il y a davantage de militaires américains qui ont été tués à cause de la grippe espagnole que de militaires américains qui sont morts au champ d'honneur en France ou ailleurs pendant la Première Guerre mondiale. C'est dire si les pertes ont été importantes.
Pour l'Europe, je n'ai pas le chiffre pour la Suisse, mais je vous donne le chiffre en grand, puis vous verrez que c'est une catastrophe. 22 millions de morts à travers l'Europe, tués par la grippe espagnole, alors que la Première Guerre mondiale n'a fait, excusez-moi de cette expression qui n'est pas ironique, n'a fait proportionnellement que peu de victimes. On recense entre 9 et 10 millions de morts, pratiquement tous des hommes pendant la Première Guerre mondiale, d'une quarantaine de pays différents, et vous avez 22 millions de morts sur les 3 ans qui ont suivi. Donc vous comprenez que ça a été quelque chose d'extrêmement tragique, d'extrêmement difficile. Et là-dessus, il faut ajouter encore un élément supplémentaire, c'est la crise économique de 1929, qui va toucher la Suisse un petit peu plus tard, qui va toucher la Suisse à partir de 1933, et qui, là aussi, avec le chômage, va créer une crise d'un nouveau genre dont personne, et j'ai enseigné l'histoire économique pendant une quinzaine d'années, donc je peux le dire, encore aujourd'hui, on n'est pas capable de vous dire ce qui a permis de résoudre la crise économique de 1929, parce que c'est une crise extrêmement complexe, c'est une crise financière à la base. Je ne vais pas vous expliquer tous les mécanismes, mais le premier pays qui a été touché, c'est l'Autriche, parce qu'il s'agissait de capitaux américains qui étaient investis en Autriche. Les États-Unis, faisant face à des difficultés de liquidité, ont retiré tout leur argent d'Autriche. L'Autriche, évidemment, s'est effondrée économiquement. L'Autriche avait des partenariats économiques très importants avec l'Allemagne, et quelque part, ça a été un effet de domino. Et c'est pour cela que la Suisse a été touchée à partir de 1933. La Suisse a été touchée, si vous voulez, dans un second temps, une seconde vague, mais, et c'est important pour la suite, puisqu'on va parler de la mobilisation, la Suisse est aussi un des derniers pays à s'être relevé de la crise économique. Si vous débutez la crise avec du retard, eh bien vous sortez de la crise aussi avec un certain retard. Et on ne peut pas négliger cela. La Suisse était en pleine crise économique au moment de la mobilisation. Il y a des statistiques qui ont été faites sur quel argent les soldats qui ont été mobilisés avaient en poche. Lorsqu'on dit aujourd'hui qu'un militaire gagne 5 francs de solde par jour, ça fait toujours sourire. Tous mes recrues, tous mes soldats ont toujours rigolé, haha, 4 francs. Oui, mais 4 francs en 1939, c'était beaucoup d'argent. C'était vraiment beaucoup d'argent, parce que beaucoup n'avaient pas 20 francs, n'avaient pas 10 francs, n'avaient parfois pas 5 francs qu'ils prenaient avec eux pour régler leurs besoins et leur consommation. Si on avance, je ne vais pas vous parler de Mein Kampf, du best-seller de l'époque, parce que ce n'est pas le sujet direct, mais enfin vous aurez compris les événements qui se produisent en Allemagne à l'époque. Et encore une fois, je me concentre sur les conséquences de ces événements pour la Suisse. Et il y a un événement qui est extrêmement important pour la Suisse, c'est la nomination dans ce groupe d'intérêts qui ratisse extrêmement large. En fait, c'est toutes les forces anticommunistes de la République de Weimar qui se mettent ensemble, donc les conservateurs d'un côté, les nationaux-socialistes de l'autre, les centristes, et puis les gens qui n'ont pas vraiment d'idées, mais qui savent que le communisme, ce n'est pas la bonne solution. Donc cette coalition extrêmement large, sous le chancelier von Papen, réussit à remporter les élections. Et puis, aux surprises, le 30 janvier 1933, eh bien, c'est un espèce de coup qui est fait à l'intérieur de cette coalition de centre-droite, si vous voulez, et c'est Hitler qui devient le chancelier, et l'industrie, en fait, lui donne une espèce de carte blanche, faites comme vous voulez, on ne veut pas savoir comment, mais trouvez une solution pour résorber le chômage et pour nous débarrasser des communistes, ce qu'il fait, puisque cette élection du 30 janvier 1933, qui est une élection extrêmement importante et célèbre, puisque c'est la première élection au suffrage universel, y compris le vote des femmes. Donc ce sont les femmes qui majoritairement ont élu Adolf Hitler au pouvoir. Ça va avoir des conséquences, bien sûr, pour la suite. Et au cours de cette élection, il y a toute une série d'irrégularités qui ont eu lieu, et en particulier, tous les votes des communistes ont été invalidés. Donc en fait, cette élection, elle a été largement truquée, vous l'aurez compris, mais Hitler sort gagnant, leader de cette coalition, et petit à petit, il se défait, il se débarrasse de ces colistiers conservateurs. Il y a une de ces personnalités conservatrices qui est très importante dans le gouvernement d'Adolf Hitler, qui est mis sur pied en 1933 et qui a des conséquences sur la Suisse, c'est Hjalmar Schacht.
Hjalmar Schacht est le directeur de la Banque nationale allemande et Hjalmar Schacht est quelqu'un d'extrêmement bien réseauté, enfin il a un réseau extrêmement influent à travers l'Europe et en particulier en Suisse. Et donc il décide en 1937 de convaincre ses collègues, directeurs des banques centrales européennes, de créer une institution en Suisse, à Bâle, qui est la Bank for International Settlements, la banque pour les règlements internationaux. Cette banque pour les règlements internationaux, on parle généralement de BIS, BIS, parce que c'est l'acronyme anglais. Cette Bank for International Settlements, c'est le club des banquiers centraux européens, et eux vont s'entendre pour faire circuler l'argent, pour résoudre les problèmes, si j'ose dire, entre amis. Et c'est comme ça que Hjalmar Schacht va financer le gouvernement d'Adolf Hitler, et c'est comme ça que Hjalmar Schacht va financer, et j'approche de la problématique, il va financer le réarmement de l'Allemagne. Parce que le réarmement, à partir de zéro, à partir d'une armée limitée à 100 000 militaires qui n'a ni chars, ni avions, ni gros canons, ni quoi que ce soit, eh bien, il faut trouver de l'argent, et Schacht va trouver de l'argent. En fait, il va trouver 6 milliards de dollars qui vont venir des États-Unis. Donc, c'est l'industrie privée, ce n'est pas le gouvernement américain qui donne de l'argent à Hitler, mais c'est des grands industriels. On pense à Henry Ford, qui crée en Allemagne une société qui va s'appeler Opel, qui maintenant ne fait plus du tout partie de Ford. On pense à de grands patrons de l'industrie comme Walt Disney, qui était extrêmement favorable à ce renouveau allemand. Et donc, finalement, c'est l'économie privée américaine qui va financer le réarmement de l'Allemagne et qui va en financer une partie, c'est vrai, à travers ces canaux, ces banques centrales dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de miracle de redressement économique de l'Allemagne, parce que le réarmement, on peut l'estimer, on peut le budgéter à peu près 6 milliards, dépensés dans l'armement, le développement de nouveaux avions, de nouveaux chars, entre 1933 et 1939, 6 milliards de dollars, c'est exactement l'argent que les nazis ont réussi à obtenir de la part de leurs sponsors américains. Et pourquoi est-ce que les États-Unis sont, à un moment ou à un autre, entrés en guerre contre l'Allemagne? Au début, ils ne voulaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas détruire les usines qu'ils ont payées avec leur propre argent. Les usines Henkel, c'est Boeing qui les a financées en grande partie. C'était le modèle des usines américaines. Henkel, qui était dans le sud de l'Allemagne, qui fabriquait des avions de transport et des bombardiers. Eh bien, à partir de 1941, c'était clair pour les Américains qu'ils ne récupéreraient jamais cet argent et que si l'Allemagne gagnait la guerre, ils pouvaient dire adieu à tout leur financement. Et donc, la guerre a pris le tournant que l'on connaît. Les conséquences de ce mouvement national-socialiste, de ce mouvement nazi, je vais le faire vite, c'est une polarisation de la politique. Donc vous avez une extrême gauche communiste qui, grosso modo, dit on ne veut pas d'argent, on ne veut pas de prix libre, on veut que ce soit l'État qui réglemente le prix, la valeur des choses, qui contingente l'économie. Et puis de l'autre côté, grosso modo, vous avez les nazis qui viennent avec des théories néolibérales et puis des pratiques quand même relativement étatiques. Et puis entre les deux, il n'y a plus personne. Eh bien, la Suisse a vécu aussi ces troubles politiques. Je prends l'exemple du 9 novembre 1932 à Genève. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Je ne parle pas des Genevois, donc on ne pense pas immédiatement à cette date lorsqu'on vient du Pays de Vaud. Est-ce que vous voyez à peu près de quel événement il s'agit? C'est une démonstration du parti des Croix fléchées, le parti de Manuel Oltramar, qui est en fait le parti nazi suisse, pour le dire vite. C'est une grande famille genevoise, Oltramar, qui existe encore, bien sûr. Et puis, cette manifestation a été autorisée, parce que vous savez que sur Genève, il faut encore aujourd'hui demander une autorisation pour manifester. Vous devez expliquer qui est l'organisateur, etc. Ce n'est pas le cas sur le canton de Vaud. Donc, cette manifestation des nazis suisses, le parti des Croix fléchées, a été autorisée. Sur les rues basses, la rue de la Coraterie, il y avait effectivement les nazis suisses qui défilaient là. C'était une manifestation qui était autorisée. Et puis, l'extrême gauche, les communistes, ont décidé de faire une contre-manifestation qui, elle, n'était pas autorisée. Et ils voulaient faire cette manifestation à plein palais parce que c'était vraiment la banlieue. Ça fait un peu sourire de parler de banlieue aujourd'hui quand on parle de plein palais, mais enfin, c'était la périphérie de la ville de Genève. C'était là où se trouvaient les quartiers ouvriers et beaucoup d'usines. Et donc, il y a eu cette contre-manifestation qui, elle, n'était
pas autorisé. Et donc, le gouvernement, le Conseil d'État genevois, a fait appeler l'armée pour mater cette contre-manifestation des communistes. Et pour le dire vite, ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé pour toute une série de raisons. Je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais encore aujourd'hui, on en parle dans la politique genevoise. Et c'est pour ça qu'il y a un antimilitarisme qui est rampant, qui est lancinant à Genève. Aucun jeu de mots avec la commune de Lancy. Mais il y a un antimilitarisme genevois parce qu'effectivement, l'armée, à ce moment-là, n'avait tout simplement pas de troupes qui étaient formées pour ce qu'on appelle aujourd'hui le service d'ordre. Il n'y avait pas de troupes qui étaient équipées pour faire cela. Je veux dire, quelque chose de très simple, l'armée n'a pas de gourdin. N'a pas de gourdin pour taper sur les gens, n'a pas de pelle et de pioche pour se défendre contre des gens qui sont agressifs avec des couteaux et le cocktail Molotov existait déjà à cette époque. Et donc l'armée est intervenue avec ses armes, y compris les fusils mitrailleurs et tout ce qui équipait l'armée de l'époque, parce qu'on n'a pas changé la dotation de ces troupes. C'est encore pire que cela parce que c'est une école de recrues qui se trouvait à Lausanne. Donc vous connaissez tous les bâtiments administratifs de la Pontaise sur les hauts de Lausanne. Donc c'était des recrues qui avaient 9 ou 10 semaines de formation dans les pattes, c'est-à-dire c'est des gamins, c'est des gens qui avaient 18 ans, 19 ans, peut-être 20 ans pour certains, et puis des gens qui effectivement n'avaient même pas terminé leur formation militaire. Donc ils sont arrivés dans cette situation qui a effectivement dégénéré. Les soldats qui se trouvaient sur place ont été poussés dans certaines rues qui étaient des impasses. Je peux vous dire que la circulation à Genève est toujours aussi difficile aujourd'hui due à ces méandres et cette circulation difficile. Et un jeune lieutenant qui payait ses galons de lieutenant, à la fin, acculé contre une maison, a ordonné de tirer, y compris avec toutes les armes qui étaient à disposition, y compris avec le fusil mitrailleur. Il y a eu 13 morts. Et donc c'est dans ce contexte, je vous raconte cette histoire, je prends beaucoup de temps, on va me le reprocher, c'est pas grave, mais c'est pour vous montrer que le contexte, c'était pas la vie tranquille, c'était pas les belles années, c'était pas la paix, c'était pas le calme et la tranquillité dans la vie politique suisse de l'époque. Il y avait des vraies questions de fond qui se posaient. Il y a eu des incidents comme celui-ci qui évidemment ont provoqué toute une série de ripostes politiques de la gauche. Vous pouvez imaginer ce qui s'est produit avec le Parti communiste qui a revendiqué un certain nombre de choses au gouvernement. Enfin bref, je vous en passe et des meilleurs. Si on prend le slide suivant, l'histoire s'accélère en fait en 1935, déjà en 1935, avec la politique de réarmement de l'Allemagne. Donc en 1935, il y a plusieurs décisions qui sont prises. Je dirais que la plus importante, c'est de réinstaurer le service militaire obligatoire en Allemagne. Donc vous passez d'une armée de 100 000 à une armée de plusieurs millions de personnes en l'espace de quelques mois. Et donc cette armée de la République de Weimar, cette armée impériale, on parlait de Reichswehr à l'époque, devient la Wehrmacht. Et on peut dire que cette militarisation de l'Allemagne avait déjà été prévue sous la République de Weimar, puisque grosso modo, le mot d'ordre dans cette Reichswehr, 100 000 professionnels, c'était que chaque soldat devait pouvoir rapidement devenir un lieutenant et puis avoir finalement 50, 100 personnes sous ses ordres. Donc quelque part, il y a eu une montée en puissance qui a été extrêmement rapide avec l'introduction du service militaire, avec la recréation d'une aviation de guerre déjà en 1935, avec toute une série de programmes de développement d'avions secrets. Et puis c'est aussi la remilitarisation de la Rhénanie. Ça porte mal son nom, mais enfin ça veut simplement dire que l'armée allemande entre en Rhénanie, qui était normalement une région, donc un bassin industriel très riche, qui devait être occupé par les troupes françaises. Donc déjà en 1935, la situation commence à devenir inquiétante, puisque le traité de paix, le traité de Versailles, le traité de paix sur lequel, si j'ose dire, on investit pour voir un avenir radieux,
bien mal en plan, et il faut attendre 1937 pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience en Suisse, une prise de conscience très importante, on peut passer à la suite, une prise de conscience sur le fait qu'on n'est plus dans une période pacifique et qu'il faut rapidement corriger un certain nombre de défauts de préparation de l'armée.